Chapitre 7 Cauchemar. Je dis à Charlie que j'avais des tonnes de devoirs et que je ne dînerais pas ce soir-là. Il y avait un match de basket à la télé et il était tout excité. Quand bien sûr, je ne voyais vraiment pas ce qu'il y avait d'excitant là-dedans. Il ne s'aperçut pas de ce que ma voix ou mon visage pouvaient avoir d'inhabituel. Je m'enfermai dans ma chambre, fouillai mon bureau jusqu'à ce que je mette la main sur mes vieux écouteurs et branchai ces derniers sur mon petit lecteur CD. Je choisis un disque que Phil m'avait offert pour Noël. C'était un de ses groupes préférés qui, à mon goût, recourait un peu trop à la basse et au hurlement. Allongé sur mon lit, écouteur en place, je montais le volume à m'en dynamiter les tympans. Je fermais les yeux, mais comme la lumière me gênait, je me collais un oreiller sur la tête. Soigneusement concentré, je m'efforçais de comprendre les textes des chansons et de débrouiller les schémas compliqués de la batterie. À la troisième écoute, je ne connaissais par cœur les paroles. Celles du refrain du moins. Je découvris avec étonnement qu'en fin de compte, le groupe me plaisait, pour peu qu'on dépasse ses braillements. Il faudrait que je pense à remercier Phil encore une fois. Cerise sur le gâteau, mon choix se révéla efficace. Les battements assourdissants m'empêchèrent de réfléchir, ce qui était le but de l'exercice. Je me passai le disque encore et encore, jusqu'à ce que j'arrive à chanter sur tous les airs, et jusqu'à ce que je m'endorme enfin. J'ouvris les yeux sur un endroit familier. Averti par une partie de ma conscience que je rêvais, j'identifiai la lumière verte de la forêt. Non loin, les vagues s'écrasaient contre les rochers. Je savais que si je trouvais l'océan, j'arriverais à distinguer le soleil. Je tentais de me guider au bruit du ressac, mais Jacob Black apparaissait soudain et m'entraînait par la main en direction du cœur le plus noir des bois. « Jacob, que se passe-t-il » Ses traits étaient empreints de frayeur. Il tirait de toutes ses forces. Pour vaincre mes résistances, je ne voulais pas aller vers l'obscurité. « Cours, Bella, tu dois courir » chuchotait-il terrifié. « Par ici, Bella » Je reconnaissais la voix de Mike, me hélant du profond ténébreux des arbres, mais je ne pouvais le voir. « Pourquoi » demandai-je en me débattant pour me libérer de l'emprise de Jacob. À ce stade, je désirais par-dessus tout retrouver le soleil. Tout à coup, le jeune Indien me lâchait en piaillant. Tremblant, il s'écroulait sur le sol sombre et s'est contorsionné sous mes yeux horrifiés. « Jacob » braillai-je. Mais il avait disparu. À sa place, se tenait un grand loup brun-roux aux pupilles foncées. L'animal se détournait de moi en direction de la grève. Le poil de l'échine hérissé, les crocs découverts, des grondements sourds s'échappant de sa gorge. « Sauve-toi, Bella » criait Mike, toujours dans la forêt. En dépit de cette injonction, je ne bougeais pas. Je fixais une lumière qui, de la plage, venait vers moi. Alors, Édouard sortit de derrière les arbres, la peau luisant faiblement, le regard noir et dangereux. Il levait la main et me faisait signe d'approcher. À mes pieds, le loup grognait. J'avançai d'un pas, ce qui provoquait le sourire d'Édouard. Ses dents étaient pointues et aiguisées. « Aie confiance, » susurra-t-il. Un deuxième pas. Le loup se jetait entre moi et le vampire, ses crocs visant la jugulaire. « Non » hurlai-je. Je me redressai comme un diable sur mon lit. Ce brusque mouvement entraîna la chute du lecteur CD de la table de nuit. La lumière était toujours allumée, j'étais tout habillée et chaussée. Désorientée, je jetai un coup d'œil à mon réveil. Il était 5h30 du matin. En gémissant, je retournai en arrière, puis roulai sur le ventre, en voyant valser mes bottes. J'étais néanmoins trop bouleversée pour me rendormir. Me retournant, je déboutonnai mon jean et m'en débarrassai maladroitement, en position couchée. Ma latte me gênait, espèce d'arête rigide qui aurait jailli de mon crâne. Me mettant sur le côté, j'en arrachai l'élastique et passai rapidement mes doigts dans mes cheveux. Puis, je remis l'oreiller sur mes yeux. Mes efforts n'avaient servi à rien, bien sûr. Mon subconscient avait fait ressurgir avec une netteté effarante les images que je m'étais désespérément appliqué à chasser. J'étais bien forcé de les affronter à présent. Je m'assis trop vite et la tête me tourna un instant. Chaque chose en son temps, me dis-je, trop heureuse de retarder l'inévitable. J'attrapai ma trousse de toilette,
Malheureusement, la douche fut plus courte que je ne l'eusse souhaité. Même en m'octroyant le luxe de sécher mes cheveux, je n'eus bientôt plus de raison de rester dans la salle de bain. Enveloppé dans une serviette, je retraversai le couloir jusqu'à ma chambre. Impossible de savoir si Charlie dormait encore ou s'il était déjà parti. Je regardai par la fenêtre. La voiture de patrouille avait disparu. Encore une journée de pêche. J'enfilai mon survêtement, le plus confortable, fis mon lit, une première. J'allumai ensuite mon vieil ordinateur. Je détestais utiliser l'internet ici. Mon modem était tristement dépassé, mon forfait de mauvaise qualité. Se connecter prenait si longtemps que je décidai de m'offrir un bol de céréales en attendant. Je mangeais lentement, mâchant chaque morceau avec soin. Quand j'eus fini, je lavai ma vaisselle, la séchai et la rangeai. C'est en traînant des pieds que je remontai les marches. Je commençai par aller ramasser mon lecteur CD et le replacer soigneusement au centre de la table de nuit. Je retirai les écouteurs et les remis dans le tiroir de mon bureau. Puis, je relançai le même disque, baissant le son pour n'avoir plus qu'une musique de fond. Avec un nouveau soupir, je m'approchai de l'ordinateur. Naturellement, l'écran était couvert de pubs. M'asseyant sur l'inconfortable chaise pliante, j'entrepris de fermer les fenêtres jusqu'à ce qu'enfin j'arrive à mon moteur de recherche favori. Après avoir liquidé encore une ou deux réclames intempestives, je tapai un mot, un seul. Vampire. Comme de bien entendu, la recherche se fit avec une lenteur exaspérante. Quand le résultat s'afficha, enfin, j'avais un sacré tri à effectuer entre les films, les shows télévisés, les jeux de rôle, le rock underground et les entreprises de cosmétiques gothiques. Je dénichai soudain un site prometteur, Vampire de A à Z. J'attendis impatiemment qu'il se télécharge. Fermant impitoyablement toute pub qui avait le malheur de surgir à l'improviste, enfin le site s'afficha, fond d'écran tout simple, blanc, avec un texte rédigé en noir, très académique. 2 citations agrémentant la page d'accueil. Dans le monde vaste et ténébreux des fantômes et démons, aucune créature n'est plus abominable, plus redoutée, plus détestée, avec une fascination mêlée de crainte pourtant, que celle du vampire, qui n'est ni fantôme ni démon, mais relève des forces sombres de la nature, et possède les qualités mystérieuses et terribles des deux. Révérend Montague Summers. S'il y en a en ce monde une existence avérée, c'est celle des vampires. Rien ne manque, rapport officiel, déclaration sous serment de gens de bonne réputation, chirurgiens, prêtres, magistrats. La preuve judiciaire est plus complexe. Malgré tout cela, qui croit aux vampires ? Rousseau. Le reste du site était une liste alphabétique des différents mythes vampiriques à travers le monde. Le premier sur lequel je cliquais, le Danag, parlait d'une créature philippine censée avoir importé le tarot dans l'archipel il y avait fort longtemps. La légende soutenait que le Danag l'avait cultivé avec les humains pendant des années, mais que cette collaboration s'était achevée le jour où une femme s'était coupé le doigt et qu'un Danag, suçant la blessure, avait tant apprécié le goût du sang qu'il avait vidé la malheureuse de tout le sien. Je parcourus avec soin les différents articles, cherchant des éléments qui me fussent familiers ou du moins parus plausibles. Apparemment, la plupart des histoires de vampires privilégiaient de belles démoniaques et des victimes enfants. Elles donnaient aussi l'impression d'être des inventions destinées à expliquer l'importante mortalité infantile et à fournir aux hommes un bon prétexte à leur infidélité. Nombreuses étaient celles qui évoquaient les esprits privés de corps et prévenaient contre les rites mortuaires mal effectués. Peu rappelaient les films que j'avais vus, et très rares étaient les vampires qui se préoccupaient de boire du sang, excepté l'Estrie des Hébreux et l'Upier des Polonais. Seuls 3 exemples retinrent réellement mon attention. Le Varacolassi de Roumanie, un puissant mort-vivant qui pouvait prendre la forme d'un bel humain pâle, le Nélapsi slovaque, un être si fort et rapide qu'il était capable de massacrer un village au complet dans l'heure suivant minuit, et un 3e, le Stregoni Benefici. Ce dernier n'avait droit qu'à une phrase brève. Stregoni Benefici, vampire italien, réputé pour sa bonté, ennemi juré des vampires diaboliques. Cette petite rubrique, la seule, parmi des centaines, à affirmer l'existence de bons vampires, fut un soulagement. L'un dans l'autre, cependant, il y avait peu de choses qui coïncidassent avec les histoires de Jacob et mes propres observations.
Je m'étais fait un catalogue mental au fur et à mesure de ma lecture et l'avais scrupuleusement comparé à chaque légende. Rapidité, force, beauté, pâleur, yeux qui changeaient de couleur. Les critères de Jacob, buveur de sang, ennemi des loups-garous, absence de chaleur corporelle, immortalité. Fort rares étaient les mythes qui contenaient au moins un de ces paramètres. J'avais par ailleurs un autre petit problème, surgi de mes souvenirs liés aux rares films d'horreur que je n'avais vu raviver que ce que je lisais. Les vampires ne pouvaient sortir en plein jour, car le soleil les consumait aussitôt. Ils dormaient dans des cercueils toute la journée et ne surgissaient qu'à la nuit. Agacé, j'éteignis l'unité centrale de l'ordinateur, sans même attendre d'avoir correctement fermé les fichiers. Au-delà de mon irritation, j'étais submergée par l'embarras. Tout cela était idiot. Assise dans ma chambre, je cherchais des informations sur les vampires. Qu'est-ce qui me prenait? Je résolus la question en reportant la faute sur la ville de Forks. La péninsule des Tremplins olympiques dans son entier ailleurs. Il fallait que je m'aère, mais les seuls endroits où j'avais envie d'aller se trouvaient à 3 jours de voiture. J'ai mis quand même mes bottes et descendis. J'ai enfilé mon coupe-vent sans vérifier le temps et sorti en claquant la porte. Le ciel était couvert, mais il ne pleuvait pas encore. Ignorant ma camionnette, je traversai la cour de Charlie en diagonale pour gagner la forêt toute proche. Je ne tardais pas à m'y être suffisamment enfoncé pour perdre de vue la maison et la route, et n'entendre plus que le chuintement de mes pieds sur le sol mouillé et les cris sporadiques des jets. Un sentier en forme de ruban effiloché, sinueux à travers bois, sinon je ne me serais pas éloigné ainsi. Je n'avais aucun sens de l'orientation, et j'étais capable de me perdre dans des endroits largement moins hostiles. Le chemin s'enfonçait au cœur de la forêt, grosso modo en direction de l'est, d'après moi. Il serpentait autour de cyprès d'Alaska, de ciguets, d'ifs et d'érables. Le nom des essences alentours ne m'était que vaguement familier, et je ne devais mon maigre savoir qu'à Charlie, qui m'avait autrefois désigné les arbres à travers la fenêtre de la voiture de patrouille. Il y en avait des tas que je connaissais pas, et d'autres que je n'étais pas certaine d'identifier à cause des parasites verdâtres dont ils étaient couverts. Je suivis le chemin tant que ma colère contre moi-même me poussa en avant. Quand elle commença à se calmer, je ralentis. Des gouttes tombaient de la ramure, mais j'ignorais s'il s'était remis à pleuvoir ou si c'était là des résidus humides de la veille conservés très haut au-dessus de moi par les feuilles et qui retournaient lentement à la terre. Un arbre effondré récemment, car il n'était pas entièrement tapissé de mousse, s'appuyait contre le tronc d'un de ses congénères, créant un petit banc abrité à quelques pas du sentier. J'enjambai les fougères et m'assis prudemment dessus, en veillant à ce que mon coupe-vent fasse écran entre le siège détrempé et mes vêtements. Puis j'appuyai ma tête encapuchonnée contre l'arbre vivant. Je n'avais pas choisi le bon endroit pour me promener. J'avais dû m'en douter, mais avais-je ailleurs où aller? La forêt d'un verre soutenu ressemblait bientôt à la scène de mon rêve, pour m'apporter la paix. À présent que le bruit aqueux de mes pas s'était tu, le silence était assourdissant. Les oiseaux ne chantaient pas, et le clapotis des gouttes s'était accéléré. Il pleuvait sûrement au-dessus des branches. Les fougères poussaient plus haut que moi, maintenant que j'étais assise, et je compris qu'on aurait pu passer devant moi sans m'apercevoir. Ici, au milieu des arbres, il était beaucoup plus facile de croire aux absurdités qui m'avaient tant embarrassé à la maison. Rien dans ces bois n'avait changé depuis des millénaires, et les mythes et les légendes des centaines de pays différents paraissaient bien plus vraisemblables à la lueur de ce brouillard céladon que dans l'environnement tranché de ma chambre. Je me forçais à me concentrer sur les 2 questions les plus importantes auxquelles il me fallait répondre, mais que je ne cessais de fuir. Pour commencer, je devais décider si ce que Jacob avait dit à propos des Cullen pouvait être vrai. La réponse fut instinctive, non. Il était bête et morbide d'entretenir des idées aussi ridicules. Mais alors? Il n'y avait pas d'explication rationnelle au fait que j'étais encore vivante. Une nouvelle fois, je listais mentalement mes observations, la vitesse et la puissance incroyables, les yeux passant du noir à l'or pour venir au noir, l'inhumaine beauté, la peau pâle et glaciale. Et aussi, détail qui s'était lentement inscrit dans mes mémoires, cette façon qu'il avait de jamais manger, la grâce dérangeante avec laquelle il se déplaçait, et la manière qu'il avait de parler, parfois ses phrases et ses cadences qui auraient mieux correspondu à un personnage de roman du début du XIXe siècle qu'un lycéen d'aujourd'hui. Il avait séché le cours d'identification de nos groupes sanguins. Il n'avait refusé l'invitation à la mer que lorsqu'il avait appris où nous allions. Il paraissait deviner ce que tout le monde autour de lui pensait, sauf moi. Il m'avait confié être un méchant, un être dangereux.
Se pouvait-il que les Cullen fussent des vampires? En tout cas, ils étaient quelque chose. Quelque chose qui dépassait les justifications rationnelles envisageables était en train de se mettre en place devant mes yeux incrédules. Qu'il entra dans la catégorie des sang-froid de Jacob, ou dans ma propre théorie des super-héros, Edward Cullen n'était pas humain. Il était plus que ça. Alors oui, peut-être, je m'en tiendrai à cette réponse pour l'instant. Venait ensuite la deuxième question la plus importante. Si tout cela était vrai, qu'allais-je faire? Si Edward était un vampire, j'avais vraiment du mal à formuler cette hypothèse, comment fallait-il que j'agisse? Impliquer un tiers était exclu. J'avais déjà du mal à me croire moi-même. Le premier à qui je parlerais exigerait mon internement. Il ne semblait y avoir que deux options. 1. Suivre son conseil, être intelligente, l'éviter autant que possible. Annuler nos plans, reprendre l'habitude de l'ignorer, pour autant que j'en fusse capable. Imaginez qu'une vitre épaisse et infranchissable nous séparait, dans le cours où nous étions forcés de partager. Lui ordonnait de me laisser tranquille, et le vouloir cette fois. À cette seule perspective, un désespoir brutal et douloureux s'empara de moi. Refusant la souffrance, j'envisageais aussitôt la seconde possibilité. Ne pas changer d'attitude. Après tout, s'il était une créature sinistre, il n'avait jusque-là rien tenté pour me blesser. Au contraire, j'aurais été aujourd'hui encastré dans le pare-choc de Tyler s'il n'avait pas réagi aussi vite. Tellement vite que cela tenait forcément du réflexe. Mais alors, si sauver des vies était un réflexe, en quoi était-il mauvais? À force de peser le pour et le contre, je tournais en rond. Je n'étais sûr que d'une chose, en admettant que je fusse sûr de quoi que ce fût. Le sombre Edward de mon rêve n'avait été qu'un reflet de ma peur du monde dévoilé par Jacob. Pas d'Edward lui-même. Lorsque le loup-garou s'était jeté en avant, ce n'avait pas été pour lui que j'avais hurlé. Ça avait été de craindre qu'Edward ne fût blessé, même s'il m'avait appelé en dévoilant des dents aiguisées. J'avais eu peur pour lui. Je compris que je tenais là ma vraie réponse. Je n'étais pas certaine d'avoir réellement choisi. J'étais déjà trop impliquée. Maintenant que je savais, si je le savais, ne pouvoir rien faire au sujet de mon effrayant secret. Parce que lorsque je pensais à lui, à sa voix, à ses regards hypnotiques, à la force magnétique de sa personnalité, je n'avais envie de rien d'autre que d'être avec lui tout de suite. Même si... Mais non, je n'arrivais pas à l'envisager. Pas ici, pas seul dans la forêt qui s'assombrissait. Pas avec la pluie qui, sous la feuillée, l'obscurcissait comme à l'heure du crépuscule, et dont le environnement évoquait des pas feutrés. Je frissonnai et quittai rapidement ma cachette, craignant soudain que le sentier eût disparu sous les gouttes. Il était bien là pourtant, visible et rassurant, qui serpentait hors du labyrinthe vert et humide. Je l'empruntai avec hâte, ma capuche serrée autour de ma tête, surprise de découvrir que j'étais allée aussi loin. Finissant presque par courir, je commençais même à me demander si j'étais dans la bonne direction ou si au contraire je ne m'enfonçais pas dans la forêt. Mais avant d'avoir eu le temps de céder complètement à la panique, j'entreaperçus des espaces plus ouverts au milieu des branches entrelacées. Puis j'entendis une voiture et je me retrouvai à l'air libre devant la pelouse de Charlie et la maison accueillante qui me promettait chaleur et chaussettes sèches. Il était à peine midi quand je rentrai. Je montai dans ma chambre et je revêtis un jean et un t-shirt, dans la mesure où je ne comptais plus sortir. J'avais trop de mal à me concentrer sur mon devoir du jour, une dissertation sur Macbeth, à rendre pour le mercredi suivant. J'entremis de rédiger un brouillon grossier, contente plus sereine que je ne l'avais été depuis le jeudi après-midi, pour être honnête. Il faut dire que j'avais toujours fonctionné ainsi. Me décider m'était douloureux, représenter l'étape que je redoutais le plus. Mais une fois mes choix arrêtés, je fonçais, en général soulagée d'être parvenue à trancher. Parfois cet apaisement était teinté de désespoir, comme quand je m'étais résolue à partir pour Fox. N'empêche, c'était mieux que de me débattre aux différentes options qui s'offraient à moi. La décision que je venais de prendre était ridiculement facile à accepter. Dangereusement facile. Bref, la journée fut calme et productive. Je terminai mon boulot avant 8 heures du soir. Charlie revint à la maison avec de belles prises, et je notais mentalement de dénicher un bon livre de cuisine pour accommoder le poisson lorsque j'irai à Seattle. La semaine suivante. Les frissons qui secouaient mon épine dorsale quand je pensais à ce voyage n'étaient pas différents de ceux que j'avais ressentis avant ma promenade avec Jacob Black. Ils auraient dû l'être pourtant. J'aurais dû avoir peur, je le savais. Mais je ne parvenais pas à éprouver les bonnes craintes. Cette nuit-là, mon sommeil fut sans rêve, tant j'étais épuisée d'avoir entamé une journée si tôt, et d'avoir passé une si mauvaise nuit la veille. Pour la deuxième fois depuis mon arrivée à Fox,
Je me réveillai sous la lumière jaune d'un matin ensoleillé. Je filai à la fenêtre, ébahi de constater qu'il n'y avait quasiment pas un nuage dans le ciel, juste quelques petites boules de coton blanc et floconnées qui ne pouvaient décemment nous promettre de pluie. J'ouvris les carreaux. Je fus surprise de voir qu'ils ne coinçaient ni ne grinçaient, alors qu'on ne les avait pas bougés depuis des années, et respirais l'air relativement sec. Il faisait presque chaud, il n'y avait pas de vent. Dans mes veines, mon sang s'électrifia. Charlie terminait son petit déjeuner lorsque je descendis, et il remarqua ma bonne humeur tout de suite. « Belle journée » lança-t-il en guise de commentaire. « Oui » acquiesçai-je joyeuse. Il me sourit et des rides apparurent au coin de ses yeux. Quand Charlie souriait, il était plus facile de comprendre pourquoi ma mère s'était précipitée dans ses bras, et un mariage irréfléchi. L'essentiel de ce qui en avait fait à l'époque un jeune homme romantique s'était effacé avant que je ne le connusse, de même qu'avaient disparu les boucles de ses cheveux bruns, d'une couleur sinon d'une texture identique à la mienne, révélant un peu plus chaque année la peau luisante de son front. Mais quand il souriait, je discernais l'homme qui s'était enfui avec une Renée âgée d'à peine 2 ans de plus que moi aujourd'hui. J'engloutis gaiement mon petit déjeuner en contemplant les particules de poussière qui dansaient dans les rayons filtrants par la fenêtre. De loin, Charlie me cria au revoir, et la voiture de patrouille s'en alla. Devant la porte, j'hésitais une main sur mon coupe-vent. J'étais tentée de le laisser à la maison. Avec un soupir, je posai sur mon bras et sortis dans la lumière, la plus éclatante que j'avais vue depuis des mois. Avec beaucoup d'huile de coude, j'ai réussi à baisser presque en entier les vitres de la camionnette. Je fus une des premières arrivées au lycée. Dans ma précipitation à partir, je n'avais même pas regardé l'heure. Je me garai, puis me dirigeai vers l'aire de pique-nique, rarement utilisé, situé sur la façade sud de la cafétéria. Comme les bancs étaient encore un peu humides, je m'assis sur ma veste, bien contente de lui avoir trouvé un usage. Mes devoirs étaient faits, résultat d'une vie sociale ralentie. Mais je voulais vérifier quelques problèmes de maths. Je m'y attaquai consciencieusement. Cependant, à mi-parcours du premier exercice, je me surpris à rêvasser en regardant le soleil jouer sur les troncs d'arbres, tout en gribouillant inconsciemment dans les marches de mon cahier. Au bout de quelques minutes, je me rendis compte que j'avais dessiné 5 paires d'yeux qui me fixaient. Je les effaçai avec ma gomme. « Bella » me héla quelqu'un. On aurait dit Mike. Me retournant, je m'aperçus que les élèves avaient commencé à arriver pendant que je me perdais dans mes songes. Tout le monde était en t-shirt, certains même en short, bien que la température n'excédât pas 18 degrés. Mike se dirigeait vers moi en agitant la main, vêtu d'un large bermuda et d'un polo rayé. « Salut Mike » lui répondis-je. Impossible de ne pas montrer joyeuse par cette belle matinée. Il vint s'asseoir à côté de moi, les pointes de ses cheveux prenaient des teintes dorées sous le soleil. Un sourire réjoui fondait son visage. Il était si content de me voir que je ne pus m'empêcher de me sentir flattée. « Je ne l'avais encore jamais remarqué, mais tes cheveux ont des reflets roux, » dit-il en prenant entre ses doigts une de mes mèches qui volottait sous le fait de la brise. Seulement quand il y a du soleil. Il replaça la mèche folle derrière mon oreille. Je me sentis vaguement gênée. Chouette journée, hein? Comme je les aime. Qu'est-ce que tu as fait hier? Son ton était juste un peu trop possessif. Travailler à ma disserte, surtout. Je ne précisais pas que je l'avais terminé, inutile de jouer les premières de la classe. Ah ouais? Marmonna-t-il en se frappant le front. Elle est pour jeudi, non? Mercredi, je crois. Mercredi? Flûte! Tu as choisi quel sujet? La façon dont Shakespeare dessine ses personnages féminins est-elle misogyne? Il me dévisagea comme si je venais de lui parler hébreu. J'ai bien l'impression que je vais devoir m'y mettre dès ce soir, enchonna-t-il morose. Je comptais t'inviter à sortir. Oh, je fus prise au dépourvu. Pourquoi m'était-il devenu impossible d'avoir une conversation agréable avec Mike sans qu'elle tourne un échange maladroit? Tu sais, on pourrait aller dîner quelque part. Je bosserai après. Il m'adressa un sourire plein d'espoir. Bon sang. Je détestais mettre quelqu'un dans l'embarras. Mike, je ne crois pas que ce serait une très bonne idée. Son visage s'affaissa. Pourquoi? Mon esprit vola vers Edward, et je me demandais si le sien faisait de même. Parce que... Et si jamais tu répètes ce que je vais te dire, je jure que je te tranglerai avec joie. À mon avis, ce serait blessant envers Jessica. Jessica? Il parut ahuri. Visiblement, il ne s'était pas attendu à cette réponse. Franchement, Mike, tu es aveugle ou quoi? Oh, souffla-t-il stupéfait. Ce dont je profitais pour mettre un terme à la discussion. Il est l'heure d'aller en cours, et je ne peux pas me permettre d'arriver en retard une nouvelle fois, décrétai-je en empilant mes affaires dans mon sac. Nous gagnâmes lentement le bâtiment 3. Mike était plongé dans ses pensées.
Je priais pour que ces dernières, quelles qu'elles fussent, le conduisent dans la bonne direction. Quand je vis Jessica en maths, elle bouillonnait d'énervement. Elle, Angela et Lorraine avaient prévu de se rendre en fin de journée à Port Angeles afin d'acheter leur robe de bal. Elle m'invita à les accompagner, bien que je n'eusse nul besoin d'une tenue. J'hésitais. Il serait sympa de sortir de la ville avec des amis, sauf que Lorraine était là. Et puis, je serais peut-être occupée ce soir. Mais ça, c'était laisser mon esprit vagabonder sur la mauvaise voie. Si le soleil expliquait ma bonne humeur, il n'était pas le seul à l'origine de mon euphorie, loin de là. Bref, je réservai ma réponse, prétendant qu'il fallait d'abord que j'en parle à Charles. Jessica n'évoqua rien d'autre que le bal quand nous rendîmes en espagnol, et continua sur sa lancée lorsque nous allâmes à la cantine, comme si rien ne nous avait interrompus. Le cours s'était terminé avec 5 minutes de retard, et j'étais bien trop excitée à la perspective de l'instant que j'allais suivre pour prêter attention à ses bavardages. J'avais douloureusement hâte de le voir, lui, mais aussi tous les collègues, histoire de les soumettre au jugement des soupçons nouveaux qui me tourmentaient. Lorsque je franchis le seuil de la cafette, je ressentis le premier frisson de vraie peur parcourir mon échine avant de s'installer au creux de mon estomac. Allait-il deviner ce que je pensais? Puis un sentiment différent m'envahit. Edward désirait-il déjeuner encore une fois avec moi? À mon habitude, mon premier coup d'œil fut pour leur table. Un élan de panique me secoua quand je m'aperçus qu'elle était vide. Mon espoir retomba comme un soufflet, tandis que je fouillais du regard le reste de la salle. Mais je continue de rêver que j'allais en trouver seul, attendant que je le rejoigne. En dépit de la foule, je finis par admettre qu'il n'y avait là aucune trace de la présence d'Edward, ni des siens. La puissance de ma déception me paralysa. Je suivis Jessica d'un pas traînant sans plus prendre la peine de faire semblant d'écouter. Nous étions suffisamment en retard pour que, à notre table, tout le monde fût déjà installé. Je préférais un siège près d'Angela à la chaise vide aux côtés de Mike. Je notai en passant qu'il la proposait poliment à Jessica, qu'il accepta avec une joie non dissimulée. Angela me posait quelques questions discrètes sur la dissertation concernant Macbeth, auxquelles je répondis aussi naturellement que possible, tout en sombrant dans l'affliction. Elle aussi me proposa de venir ce soir-là et j'acceptai, m'accrochant désormais à tout ce qui viendrait à me distraire. Je compris que je m'étais agrippée au dernier filament d'espoir quand, entrant en cours de science, je vis que sa place était déserte et ressentis une nouvelle déception. Le reste de la journée s'écoula lentement, morose. En gym, nous eûmes droit à une leçon sur les règles du badminton, ce qui au moins signifia que j'eus le loisir de rester assise au lieu de tituber sur le terrain. Le mieux fut que le prof n'eut pas le temps de terminer, ce qui m'accordait un jour de répit supplémentaire. Même si le surlendemain, on m'armerait d'une raquette avant de me lâcher avec le reste de la classe. Je fus heureuse de quitter le lycée pour pouvoir ronger mon frein et broyer du noir avant de ressortir avec Jessica et compagnie. Mais je venais à peine d'entrer chez Charlie que Jessica m'appela pour annuler notre projet. Je tâchai de prendre avec satisfaction la nouvelle que Mike l'avait invité à dîner dehors ce soir-là. J'étais effectivement soulagée qu'il ait fini par piger. Mais mon enthousiasme me parut faux, même à moi. Elle repartit à notre expédition le lendemain soir. Je me retrouvai donc privée de distraction. Je fis mariner du poisson pour le repas, on le mangerait avec une salade et du pain de la veille, si bien que la cuisine ne m'absorba pas vraiment. Mes devoirs me prirent que 30 minutes, je vérifiai mes mails, lus les messages de ma mère que j'avais négligés de plus en plus secs au fur et à mesure qu'ils étaient récents. En soupirant, je rédigeai une brève réponse. Maman, désolée, j'étais occupée. Je suis allée au bord de la mer avec des amis. J'avais aussi une disserte à rédiger. Mes excuses étaient minables, j'abandonnai. Il fait beau aujourd'hui. Je sais, moi aussi, ça m'épate. Je vais sortir histoire d'emmagasiner un maximum de vitamine D. Bise, Bella. Je décidai de tuer une heure avec la lecture qui ne fut pas scolaire. J'avais emporté une petite collection de livres à Fox, dont le plus aisé était une anthologie des écrits de Jane Austen. C'est celui-ci que je choisis avant de me diriger vers le petit jardin carré de derrière, prenant au passage un vieux plaid dans l'armoire à linge situé sur le palier du premier étage. Une fois dehors, je pliai la couverture en deux et la posai loin de l'ombre dispensée par les arbres, sur l'épaisse pelouse qui était toujours un peu mouillée. Quelle que fût l'ardeur des rayons de soleil. Je m'allongeai sur le ventre, jambes croisées en l'air, et feuilletai les différents romans de recueil en hésitant sur celui qui m'occuperait le plus l'esprit. Mes œuvres préférées étaient Orgueil et préjugés et Raison et sentiment. J'avais lu le premier récemment, si bien que je m'attaquai au second, pour me rappeler au bout du 3e chapitre seulement que le personnage principal se prénommait Edward. Furieuse, je me tournai vers Mansfield Park, mais le héros de celui-ci s'appelait Edmund, ce qui était franchement trop proche.
N'y avait-il donc pas d'autres prénoms disponibles à la fin du XVIIIe siècle? Agacé, je refermai le livre et roulai sur le dos. Remontant mes manches aussi haut que possible, je fermai les yeux. Je n'allais penser à rien qu'à la chaleur du soleil sur ma peau. M'ordonnai-je sévèrement. Bien que légère, la brise agitait les mèches autour de mon visage, qui me chatouillaient. Je repoussai mes cheveux en haut de ma tête et les plaçai en éventail sur la couverture, avant de me concentrer de nouveau sur la tiédeur qui caressait mes paupières, mes joues, mon nez, mes lèvres, mes avant-bras, mon cou, traversait ma chemise légère. Je repris conscience au bruit de la voiture de patrouille qui tournait dans l'allée. Je m'assis hébété et m'aperçus que la lumière s'était couchée derrière les arbres et que je m'étais endormi. Je regardais alentour un peu perdu avec le brusque sentiment que je n'étais pas seul. « Charlie » appelai-je, mais il était en train de claquer sa portière de l'autre côté de la maison. Je bondis sur mes pieds, bêtement nerveuse, rassemblai le plaid à présent humide et mon livre, et me précipitai à l'intérieur pour mettre de l'huile à chauffer. Nous mangerions en retard. Charlie a accroché son arme et ôté ses bottes quand j'entrai. Désolé, papa, le repas n'est pas encore pris. Je me suis endormi dehors. J'ai tout fait un bâillement. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit-il. De toute façon, je voulais voir où en était le match. Après dîner, je regardais la télé en compagnie de Charlie, histoire de m'occuper. Il n'y avait rien qui m'intéressait, mais comme Charlie savait que je n'aimais pas le baseball, il zappa sur un feuilleton décérébré qui nous ennuya l'un et l'autre. Il avait toutefois l'air heureux de passer du temps avec moi, et malgré ma déprime, cela me faisait du bien de le rendre heureux. « Papa » dis-je pendant une coupure de publicité, « Jessica et Angela vont demain soir à Port Angeles se chercher une robe pour le bal et elles m'ont demandé de leur donner un coup de main. Ça t'embête si j'y vais avec elles ?»« Jessica Stanley et Angela Weber. » Je soupirai agacé de devoir lui donner ce genre de détails. « Mais tu n'y vas pas au bal, toi ?» hasarda-t-il étonné. « Non, papa, c'est juste pour les aider à choisir leur robe. Proposer un œil critique, quoi. » Je n'aurais jamais eu besoin d'expliquer ça à une femme. Il parut saisir qu'il n'était pas sur un bon terrain quand il s'agissait de sortir entre filles. « Dans ce cas, d'accord. C'est quand même un soir de semaine. On partira juste après les cours. Comme ça, je serai rentré tôt. Tu te débrouilleras pour le dîner ? Bella, je me suis nourrie pendant 17 ans avant que tu ne viennes t'installer, me rappela-t-il. Et je ne sais pas comment tu as survécu, grommelai-je, avant d'ajouter plus distinctement. Je te laisserai de quoi te préparer des sandwichs dans le frigo, d'accord ? Sur l'étagère du haut. Le lendemain matin, le temps était de nouveau radieux. Je m'éveillai avec un espoir ravivé et tentai aussitôt de l'étouffer. En l'honneur de la chaleur, je m'habillai d'un corsage à col en V bleu marine. Quelque chose que j'aurais porté en plein hiver à Phoenix. Je m'étais débrouillé pour arriver au lycée de façon à avoir juste le temps d'aller en classe. Le cœur lourd, je fis le tour du parking pour dénicher une place, tout en scrutant les alentours à la recherche de la Volvo argentée, qui clairement n'était pas là. Je me garai tout au fond et parvins en cours d'anglais essoufflé, mais calme, avant la dernière sonnerie. Comme la veille, les bourgeons d'espérance fleurirent en moi, dans ma tête. Je dus réduire en charpie, opération douloureuse, quand j'inspectais en vain la cantine et m'assis seule à ma paillasse. Le plan Port Angeles réactivé pour ce soir-là était d'autant plus attrayant que Lorraine avait 2 obligations. J'avais hâte de quitter la ville, histoire de cesser de jeter des coups d'œil anxieux derrière mon épaule, en priant pour qu'il surgisse de nulle part, comme il le faisait toujours. Je me promis d'être de bonne humeur et de ne pas gâcher le plaisir d'Angela et de Jessica dans leur chasse à la robe idéale. Je pourrais sans doute en profiter pour m'acheter quelques vêtements aussi. Je refusais de croire que j'allais me retrouver toute seule ce week-end à Seattle. Un projet qui ne me tentait plus du tout. Il m'était quand même pas du genre à annuler sans me prévenir. Après les cours, Jessica me suivit dans sa vieille Mercury blanche jusqu'à chez Charlie, afin que j'y laisse mes affaires scolaires et ma camionnette. À l'intérieur, je me donnais un rapide coup de brosse, excité à l'idée de sortir enfin de force. Je laissai à Charlie un mot, lui réexpliquant où trouver son dîner, échanger le portefeuille usé de mon cartable contre un porte-monnaie que j'utilisais rarement et courus rejoindre Jessica. Nous passâmes prendre Angela chez elle. Elle était prête et mon énervement grandit selon une courbe exponentielle dès que nous quittâmes vraiment les limites de la ville.